Il est 13 h partout en Côte d'Ivoire. Vous êtes sur RTI 1 et vous faites bien. Ce samedi 2 novembre, c'est le jour de commémoration des fidèles défunts. C'est une célébration catholique qui a lieu le 2 novembre de chaque année, le lendemain du jour de la Toussaint. La commémoration des fidèles défunts nous invite à prier pour les morts. Nous en parlerons en tout début de journal. L'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, a tenu hier sa conférence ministérielle dans la principauté de Monaco. En plus des 88 pays qui y étaient représentés, des ONG et des jeunes ont été invités à y prendre part. La secrétaire générale de l'organisation a annoncé la tenue du prochain sommet de la francophonie à Tunis en 2020. L'armée malienne a essuyé hier vendredi 1er novembre une de ses plus grosses pertes depuis plusieurs années avec la mort de 53 soldats et d'un civil dans une attaque contre un poste militaire près de la frontière avec le Niger. L'assaut intervient un mois après l'attaque meurtrière de Boulkessi et Mondoro, au cours de laquelle l'armée malienne avait perdu 38 soldats. Nous sommes le 2 novembre, jour de commémoration ou commémoraison des fidèles défunts, appelé aussi commémoration des morts ou simplement jour des morts. C'est une célébration catholique qui a lieu le 2 novembre de chaque année, le lendemain du jour de la Toussaint. La commémoration des fidèles défunts nous invite à prier pour les morts et à leur demander de prier pour nous. Hier vendredi, comme chaque 1er novembre, c'était la Toussaint, une fête catholique au cours de laquelle l'Église catholique honore tous les saints connus et inconnus. La journée a été célébrée partout en Côte d'Ivoire. À Bouaké, à la cathédrale Sainte-Thérèse, c'est dans la prière que les fidèles ont été appelés à imiter les saints. Charles Tatou en était témoin pour RTI. La fête de la Toussaint est une occasion pour les fidèles catholiques d'honorer les hommes et les femmes qui ont vécu sur la terre en suivant les commandements de Dieu. L'Église les retient comme des saints, des modèles de foi. À Bouaké, c'est dans la prière et l'allégresse que les fidèles de la cathédrale Sainte-Thérèse ont commémoré cette célébration des saints. L'officiant de la messe du jour, l'abbé Alain-Pierre Yao, a exhorté les fidèles à la sainteté qui demeure une école sous la direction du Christ et de la mouvance de l'Esprit. Être saint, ce n'est pas une chose de notre époque. Être saint, c'est de répondre à l'appel de Jésus aujourd'hui, dans le milieu de nos frères, au milieu de toutes les difficultés que nous avons aujourd'hui. Montrer la lumière que nous avons reçue au baptême, être les témoins authentiques du Christ, être des disciples de la paix, parler d'amour autour de nous, s'aimer la joie dans le cœur et mettre aussi beaucoup d'espérance autour de nous. Chants et chorales ont animé la messe de la célébration des saints. Ce 2 novembre, jour des morts, mais c'est aussi la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. La date a été choisie en mémoire de l'assassinat de 2 journalistes français au Mali, le 2 novembre 2013, Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Cette résolution historique condamne toutes les attaques et violences perpétrées contre des journalistes et des travailleurs des médias. On prend la direction de Monaco, en France. L'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, y a tenu hier sa conférence ministérielle. Des ONG et des jeunes ont également été invités à y prendre part. Pour entendre le message de la secrétaire générale de l'organisation, Louise Mishikiwabo, Abiba Dambele-Saoué, depuis la principauté de Monaco. La grande famille de la francophonie s'est retrouvée dans la sublime principauté de Monaco, encore appelée le Rocher, pour une belle cérémonie au centre Grimaldi du nom de la famille régnante. Cérémonie présidée par la secrétaire générale Louise Mishikiwabo, en présence du président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie Amadou Soumoro, de ministres et experts des pays membres et de nombreux jeunes, tous défenseurs convaincus de la langue française. Le français est notre patrimoine, a martelé le représentant du gouvernement de la principauté de Monaco. La francophonie, selon lui, rime avec universalité, diversité et solidarité. Le ministre arménien des Affaires étrangères ajoute que la francophonie véhicule des valeurs de paix. Par conséquent, il faut un projet solidaire pour faire face aux nouvelles menaces telles que le terrorisme et le réchauffement climatique. De nombreux jeunes, à travers des prestations variées et rythmées, ont montré leur savoir-faire et leur maîtrise de la langue de Molière. Et c'est une première. Des étudiants en sciences politiques ont exposé leur vision de la francophonie.
Un état d'esprit, une force unifiante selon eux, qui réunit 88 États et qui doit promouvoir l'accès à l'éducation, l'égalité, la liberté et réconcilier l'humanité avec la planète grâce à la préservation de l'environnement. Louise Michikiwabo, élue secrétaire générale il y a 1 an, a promis des réformes et réitère son engagement à mener des actions fortes et ciblées. Ramener les populations au cœur de nos missions, c'est dans cet objectif que j'ai tenu pendant mes différentes visites dans vos États et gouvernements respectifs à voir de près les projets que l'Organisation internationale de la francophonie met en œuvre sur le terrain. Partout où je suis passée, en Afrique, en Europe, dans les Amériques et en Asie, j'ai constaté avec beaucoup de satisfaction que la francophonie jouit d'un important capital de sympathie. J'ai ainsi pris la mesure du potentiel encore largement inexploité de notre organisation et des immenses attentes de nos populations. Pour exploiter pleinement ce potentiel, mesdames et messieurs, il ne s'agit pas simplement de faire plus, il s'agit surtout de faire mieux. Nous et vous, les États, ensemble. Nous avons pris un certain nombre de décisions pour rendre nos instances plus axées sur nos priorités et plus efficaces. Nous nous sommes attaqués à nos méthodes de travail pour les rendre plus souples, plus transparentes et pour nous assurer aussi que chaque action soit faite au bénéfice de tous. Et faire mieux, c'est parfois peut-être faire moins. Resserrer nos activités, mener des actions plus ciblées, mais à plus fort impact dans les domaines où réside notre valeur ajoutée. L'hôte de ces assises, le prince Albert II de Monaco, a traduit son soutien à la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie et à son projet de réforme. Pour le prince Albert II, la francophonie est une force car elle implique 300 millions de locuteurs issus de 88 États sur les 5 continents. Un espace de valeur, de respect de l'état de droit, de solidarité et de partage. Il a insisté sur la nécessité de veiller au respect de l'environnement et de la biodiversité, le credo de la principauté. Le prochain sommet de la francophonie qui marquera son 50e sera organisé en Tunisie en 2020 et c'est la République démocratique du Congo qui accueillera les Jeux de la francophonie en 2021. De Monaco, on revient à Abidjan. Le CHU de Yopougon a fermé hier ses portes pour une période de 3 ans. À compter de janvier, le centre hospitalier implanté dans la commune la plus peuplée d'Abidjan avec ses 2 millions d'habitants va être entièrement réhabilité. Les différents services sont en train d'être progressivement relocalisés dans d'autres établissements, mais une préoccupation demeure. Quelle capacité de fonctionnement pour les établissements d'accueil? Élément de réponse avec Salima Toudia. Ce sont les derniers pas de Larissa dans les couloirs du CHU de Yopougon. Elle fait partie du personnel soignant en chirurgie digestive depuis 5 années. La fermeture du CHU de Yopougon lui laisse une note de tristesse. Ouais. C'est pas facile de se lever chaque jour, venir quelque part et puis un matin comme ça on ferme. Il y a l'émotion aussi. Mon souhait, c'est qu'on réhabilite vite et que les malades trouvent un réconfort, que les travailleurs aussi. Pour la réhabilitation complète du CHU, 22 services médicaux ont été relocalisés dans les structures sanitaires d'Abidjan et de l'intérieur du pays. La formation sanitaire à base communautaire de Yopougon-Ouassakara, elle, va accueillir les services de gynéco-obstétrique, odonto et diabéto-hospi dans un de ces bâtiments aménagés et équipés pour les recevoir. On a déjà fait un état des lieux du personnel qu'il nous faut pour le fonctionnement de la maternité chirurgicale. Je pense que tout est fait prêt. Au CHU de Cocody, le directeur général fait le tour des blocs opératoires pour s'assurer du dispositif, de l'organisation qui permettront d'accueillir les activités des 14 services du CHU de Yopougon. Nous avons la chance au CHU de Cocody de disposer de 13 salles qui ont été totalement rénovées, équipées, comme vous pouvez le voir, avec les équipements qu'il faut pour faire de la chirurgie à un bon niveau. Fonctionnellement, nous sommes autour de 470 lits, avec un taux d'occupation avant la fermeture du CHU de Yopougon qui était environ de 50%.
Ce sont 2 milliards de francs CFA qui ont été investis pour la mise aux normes des sites d'accueil. Le manque de blocs médicaux administratifs pour les services relocalisés, le renforcement de capacités fonctionnelles des ascenseurs ou encore de la cuisine pour accueillir un grand nombre de patients doivent être revus pour assurer la continuité de l'offre de soins. Réouverture prochaine du CHU prévue donc pour janvier 2023. À Tomodi, dans la région du Bélier, 15 000 femmes du milieu rural viennent de se faire dépister du cancer du sein. Cette campagne de sensibilisation et de dépistage est à l'initiative de la ministre Raymonde Goudou-Kofi, fille de la région. Les femmes ont été instruites à l'occasion à l'autopalpation. Djeneba Ouattara, Kader Sogodogo, RTI Boaké. Tueur silencieux, le cancer du sein est le premier cancer et la première cause de décès chez la femme. Chaque année, 1223 femmes meurent de cette maladie sur les 2248 cas diagnostiqués en Côte d'Ivoire. Pourtant, le dépistage précoce est la solution au grand mal. À Tomodi, région du Bélier, la ministre de la Modernisation de l'administration et de l'innovation du service public, Raymonde Goudou-Kofi, s'implique dans la lutte contre cette pathologie. On ne pense pas suffisamment à ces femmes du milieu rural. On a toujours tendance à s'adresser aux femmes de la ville. Mais ce sont des femmes qui travaillent énormément. Et si elles sont en mauvaise santé, évidemment, elles ne pourront pas être productives, alors que la nation compte sur elles. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai mis un accent particulier sur ces femmes rurales. Plus de 1500 femmes du milieu rural venues du département de Tomodi ont pris part à ces séances de dépistage. Ils ont essayé d'examiner les décès. La dame m'a dit que j'étais en bonne santé. Je demande à toutes mes soeurs de venir se faire examiner parce que la santé c'est très important. Je suis venue, il m'a trouvé malade, il va me soigner, elle dit merci. Les facteurs à risque et les mesures préventives ont été expliqués à la gente féminine. Mais le message le plus important qu'on a donné aux femmes, c'est surtout l'autopalpation des seins, qui permet de pouvoir détecter le cancer du sein assez tôt. Parce que découvert tôt, on n'est pas obligé de faire l'ablation de tout le sein et le cancer peut être guéri. La ministre Raymonde Goudou-Kofi s'est engagée à la prise en charge de toutes les femmes déclarées positives au cancer du sein. La lutte contre la pauvreté rime bien avec la santé. Du matériel agricole et 2 tricycles d'une valeur de 6 millions de francs CFA ont été remis à 21 groupements d'associations de femmes rurales actrices de développement. Ce sont donc 1500 femmes du milieu rural qui viennent de se faire dépister du cancer du sein à Tomodi, dans la région du Bélier. Le 14 novembre prochain, c'est la journée mondiale du diabète, le symbole d'une mobilisation collective qui a pour objectif de mieux faire connaître le diabète, sa prise en charge et surtout les moyens de le prévenir. En prélude à la journée, l'Institut national de la santé publique a remis cette semaine du matériel médical aux différentes maternités de Côte d'Ivoire pour dépister gratuitement le diabète gestationnel. Astou Touré. Ces équipements médicaux sont destinés aux différentes directions régionales de la santé au bénéfice de 110 maternités. Ces paquetages sont un don de l'ONG Association Obésité Diabète Côte d'Ivoire à ODCI pour une meilleure prise en charge du diabète gestationnel. Nous sommes au 3e projet. Le premier projet consistait à la décentralisation de la prise en charge du diabète. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a une trentaine d'unités de prise en charge du diabète. Ce projet permet également d'organiser des campagnes de sensibilisation et de dépistage sur l'ensemble du territoire. Le diabète gestationnel pose des risques pour la mère et l'enfant. Il pourrait développer un diabète de type 2. Avec un taux de prévalence de 12%, le diabète gestationnel peut également causer la mort de la mère, du fœtus ou du bébé si la mère n'est pas dépistée tôt. Face à la prévalence de cette affection, le gouvernement s'est engagé dans la lutte contre cette pathologie. La création en 2012 de 29 centres de prise en charge répartis harmonieusement sur l'ensemble du territoire. La formation de plus de 1588 médecins et infirmiers à la prise en charge correcte du diabète de type 2. La baisse du prix de fraction d'insuline dans le public qui passe de 16 800 francs à 2 280 francs. La gratuité de l'insuline pour 203 enfants âgés de 1 à 20 ans dans le district d'Abidjan et dans les centres de prise en charge du diabète de l'enfant.
En plus des 110 maternités bénéficiaires, 73 autres maternités périphériques, 32 de niveau 2 et 5 centres de référence en bénéficieront. En plus de la remise de dons, un atelier de renforcement des capacités des agents de la santé se tient pour une meilleure prise en charge de la femme enceinte. Le projet s'étendra sur 3 ans et va coûter au total 1 milliard de francs CFA. Pour notre santé, faisons attention aux produits de consommation contrefaits ou périmés. À Yamoussoukro, une inspection sur les marchés a permis de saisir une importante quantité de produits prohibés ou périmés qui ont tout de suite été incinérés en présence des autorités locales et de notre reporter Kader Sogodogo. Se faire de l'argent tout en exposant les populations à des risques sanitaires semble être le quotidien de certains commerçants à Yamoussoukro. Les marchés sont de plus en plus gagnés par des produits périmés et prohibés. La réponse des autorités locales n'a pas tardé. Saisie et incinération de divers produits alimentaires estimés à plusieurs millions de francs CFA. La lutte contre le gain facile au détriment de l'état de santé des populations est lancée. On a profité donc de l'occasion pour inviter nos partenaires qui sont les opérateurs économiques à s'inscrire dans la dynamique du respect des réglementations en vigueur, mais également demander aux consommateurs d'être de plus en plus vigilants par rapport aux produits qui sont mis en vente sur le marché. Tout en sévissant, une place est accordée à la sensibilisation des responsables d'associations et de commerçants. Tous s'engagent à contribuer à la lutte. Le ministère du Commerce fait son travail. Et je pense que le commerçant aussi adhère à ces missions-là. Parce qu'il faut dire que le commerçant n'est pas forcément de mauvaise foi. Parfois, le commerçant est victime aussi parce que lui, quand il achète, souvent il n'a pas le temps de regarder la date de péremption. Nous travaillons en étroite collaboration avec le ministère du Commerce. Les contrôleurs du ministère du Commerce sont sur les marchés. Fini donc la récréation. Allons-y maintenant à Niofouin, dans la région du Poro. Un centre de formation agricole et rurale vient d'y être ouvert à l'attention des jeunes, ceux désireux de se professionnaliser dans l'agriculture et l'élevage. Coût du projet, 230 millions de francs CFA. Gaoussou Touré, le ministre chargé de la promotion de la riziculture, représentait le Premier ministre à la cérémonie d'inauguration. Le reportage à Niofouin de notre correspondante Ami Sissoko. Niofouin, entre Korogo et Bundiali, un centre de formation agricole et rurale flambant neuf, dont de la fondation Louis Dreyfus et d'Agri Agence FERT, 2 groupes multinationaux de négoces spécialisés dans les matières premières agricoles. Sur une superficie de 15 hectares, le nouveau centre de formation de Niofouin comprend notamment 2 salles de classe, un bâtiment administratif, des panneaux solaires pour la fourniture du centre en électricité et 2 internats filles et garçons. L'agriculture est pratiquée un peu de manière archaïque ici dans nos régions. Donc l'un des objectifs majeurs de ce centre-là, c'est de vraiment former des leaders du monde agricole, des personnes qui, au sortir de ce centre-là, seront en mesure de vraiment rentabiliser leur investissement. Dans ce centre, les jeunes vont bénéficier d'une formation théorique et pratique au métier de l'agriculture et de l'élevage durant 2 ans. Ce centre, une volonté des donateurs et du gouvernement, a mobilisé environ 230 millions de francs CFA. Comme pour dire que l'agriculture et la pluie font bon ménage, c'est sous une pluie battante que la cérémonie suit son cours. Ce centre qui voit le jour aujourd'hui a pour vocation de créer une nouvelle génération d'agriculteurs qui aura au cœur de développer les filières agricoles locales. Le ministre chargé de la promotion de la riziculture, Gaoussou Touré, représentait le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly à cette cérémonie d'inauguration du centre de formation agricole et rurale de Niofouin. Selon lui, dans ce centre, l'accent sera mis sur la riziculture. C'est à partir de Niofouin que nous allons commencer la riziculture moderne avec des rendements très élevés, avec la mécanisation et tout ce qu'il faut. Seuls les jeunes âgés de 15 à 25 ans ayant un niveau minimum de 5e ou un certificat d'aptitude professionnelle CAP peuvent intégrer le centre de formation agricole et rurale de Niofouin d'une capacité d'accueil de 70 places par an.
Venons-en maintenant à la tournée de sensibilisation du Forum des libéraux de Côte d'Ivoire, une sensibilisation des populations autour des valeurs du libéralisme. Ses membres étaient récemment à Yakassé à Tobrou, dans la région de Lamé, où ils ont instruit les habitants de la localité sur l'impact du développement dans leur région. Les précisions d'Abou Sanogo. La population de Yakassé à Tobrou, localité située au sud de la Côte d'Ivoire, dans la région de Lamé, sensibilisée par le Forum des libéraux de Côte d'Ivoire autour des valeurs du libéralisme et surtout les dispositifs de l'agence Emploi Jeune sur le thème Action du développement durable en zone rurale, cas de Yakassé à Tobrou. Nous sommes dans une zone agricole, donc ces jeunes de ces zones-là, nous les invitons à l'entrepreneuriat, nous les invitons à monter des projets et que nous, Agence Emploi Jeunes, on peut les accompagner parce que l'État a mis en place ces dispositifs et ces guichets pour pouvoir accompagner ces jeunes entrepreneurs. Les participants ont été instruits sur l'impact du développement durable en zone rurale, tout en se référant aux potentialités du département. Il y a eu un engouement qui s'est totalement affiché et à ce niveau-là, nous pensons que le guichet emploi jeune qui est ici à Yakassé à Tobrou sera pris d'assaut. Ils ont dit qu'ils avaient un déficit d'information. Une rencontre saluée par les participants. Je suis très heureux du fait que l'État de Côte d'Ivoire puisse penser à sa jeunesse. Alors aujourd'hui, à travers l'agence emploi jeune, nous, jeunes de Yakassé à Tobrou, nous serons instruits, nous serons formés et par la suite, nous allons bénéficier des financements pour pouvoir réaliser nos projets. Le président du Forum des libéraux de Côte d'Ivoire a intentionné toutes les villes du pays pour le visage humain de ce libéralisme et faire profiter ses bienfaits aux populations. 272 000, c'est le chiffre du jour. 272 000 réfugiés ivoiriens ont regagné la Côte d'Ivoire depuis octobre 2011. Une performance réalisée grâce aux efforts des autorités ivoiriennes, du HCR et de ses partenaires. Mais une fois rentrés, quelle vie mènent ces Ivoiriens restés longtemps loin de la mère patrie? Comment se passe leur réintégration et qu'en est-il de la cohésion sociale? Élément de réponse dans ce grand reportage réalisé dans les départements de Tabou, Blolé et tout le pleu. Il est signé Hugues Hervé Blé. Après plusieurs années loin du pays, nombreux sont les Ivoiriens qui mettent fin à leur exil et regagnent la Côte d'Ivoire, à la grande satisfaction des autorités administratives. Le pays a besoin de tous ses fils et c'est la raison pour laquelle nous sommes très heureux de vous voir et nous ne ménagerons aucun effort pour faire en sorte que tout le monde puisse rentrer, tel est le vœu du chef de l'État. Le retour effectué, la réintégration dans les communautés est une étape essentielle. Pour le succès de celle-ci, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, œuvre en étroite collaboration avec différents ministères, notamment celui des Affaires étrangères à travers la direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides d'Ara. Également avec les communautés et autorités locales, l'ONG Caritas, les agences des Nations Unies. Nous assurons que le rapatriement est durable par mettre en place un ensemble de mesures pour que le réfugié, une fois retourné dans son pays, puisse s'ancrer ou se réinsérer dans le tissu socio-économique de son pays. Non seulement le paquet de retour qui est donné aux réfugiés est quand même assez substantiel, nous nous assurons que la communauté les accepte et que les réinsère dans le tissu socio-économique du village ou de la ville. Dans les principales zones de retour, Tabou, Blolequin et tout le pleu, pour les personnes rapatriées, disposer d'un abri est prioritaire, comme ici à Ziaglo, dans le département de Blolequin. J'étais au Libéria, il n'y avait pas mari, il y a 4 enfants. Donc je ne sais pas comment faire pour nourrir mes enfants. La HIET m'a accompagnée en Côte d'Ivoire et je suis venue. Je suis arrivée aussi, ils m'ont donné la maison qui est là. Et je suis venue en Côte d'Ivoire aussi. Mes parents que j'ai trouvés ici, les voici, ils sont là m'aider. Je les remercie beaucoup. Les rapatriés sont aussi confrontés aux problèmes fonciers. Autorités locales et chefs traditionnels œuvrent alors à garantir la cohésion sociale. Des personnes se sont vues expropriées par certains, par leurs frères qui ont récupéré leurs terres. Nous avons pu résoudre beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, nous avons environ 500 personnes qui ont retrouvé leur village et qui vivent en harmonie avec tous les frères qui sont restés sur place. Aux parents rapatriés, la chance est aussi offerte de renforcer
leur autonomisation avec des formations. Réouvert par le ACR en 2014, le centre de formation professionnelle de Tabou propose une dizaine de formations, couture, coiffure, menuiserie, électricité et autres. Beaucoup d'espoir parce que je sais que ce que j'apprends, ça ne sera pas en vain. Je vais pouvoir m'occuper de mes enfants avec ce métier. Environ 1500 apprenants ont été formés ici avec l'appui technique du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous également trouvons des possibilités de stage pour l'ensemble des apprenants ivoiriens, particulièrement avec l'agence emploi jeune. Et quand ils sont installés, nous continuons de faire le suivi. Aujourd'hui, avec cette formation, avec ce métier, j'ai pu créer mon entreprise. Et Dieu merci, aujourd'hui encore, j'ai été repêché pour enseigner encore des élèves même dans ce même centre. Durée de la formation, 3 à 6 mois pour une vie productive et indépendante. En plus de la formation professionnelle, plusieurs activités génératrices de revenus sont mises en œuvre au bénéfice des rapatriés, comme ici, dans le département de Tout-le-Pleu. Nous sommes sur le site du groupement Abéoué, qui se trouve dans la localité de Klobli, sous-préfecture de Thiobli, dans le département de Tout-le-Pleu. Ce groupement est composé de 15 membres, dont 13 rapatriés. La pisciculture est composée de 3 étangs de 1000 poissons par étang. Autre volet non moins important pour la facilitation de l'intégration des rapatriés, l'éducation des enfants. Des salles de classe sont donc construites, voire réhabilitées et équipées. À Ziaglo, ce sont plus de 333 élèves pour la plupart des enfants rapatriés du Libéria qui fréquentent l'école primaire. Faire des calculs, des divisions. Au Libéria, je ne pouvais pas faire ça. C'était difficile au Libéria. Les enfants revenus du Libéria, en tout cas, le panissement est vraiment total et remarquable. Toutes ces activités mises en œuvre pour faciliter la réintégration des rapatriés sont en parfaite adéquation avec les axes stratégiques du plan national de développement de la Côte d'Ivoire. C'était un gros plan sur la réintégration des Ivoiriens de retour d'exil, un reportage RTI1 à revoir sur tous nos réseaux sociaux. Arnaud Akodjeno est le conseiller spécial pour l'Afrique de la Fondation Kofi Annan. À l'occasion d'une visite de travail à Abidjan, il a été reçu cette semaine par Mamadou Koné, le président du Conseil constitutionnel. Il était question de la préservation des acquis de paix depuis les événements de la crise post-électorale. Le témoignage de Lydie Sadia et Moussa Konaté. Le conseiller pour l'Afrique de la Fondation Kofi Annan, reçu par le président du Conseil constitutionnel. Arnaud Akodjeno et Mamadou Koné ont échangé sur la préservation et le renforcement des efforts de paix entrepris dans le pays après les événements de la crise post-électorale. Je suis venu lui parler de la Fondation Kofi Annan, dont je suis le conseiller spécial pour l'Afrique, et échanger avec lui sur les voies et moyens que cette fondation, sur la base des attentes et des propositions des structures comme la sienne, peut mettre à la disposition d'un pays qui était particulièrement cher à M. Kofi Annan, qui nous a quittés l'année dernière. La Fondation Kofi Annan est une organisation non lucrative. Son but est de lutter contre les menaces qui planent sur la paix et le développement des pays. La structure prévoit d'autres rencontres avec les partis politiques, la société civile et tous les acteurs impliqués dans la vie politique ivoirienne. La paix et la stabilité, voilà le vœu cher au Mali. Au moins 53 soldats et un civil ont été tués hier vendredi dans une attaque qualifiée de terroriste. Un communiqué de l'armée indique que c'est une position des Fama à Ndélimane dans le nord-est du pays qui a été attaquée. L'attaque n'a pas encore été officiellement revendiquée, mais des groupes djihadistes sont installés dans cette zone située non loin de la frontière nigérienne. Avant de nous quitter, je rappelle que ce 2 novembre est jour de commémoration ou de commémoraison des fidèles défunts, appelé aussi commémoration des morts ou simplement jour des morts. C'est une célébration catholique qui a lieu le 2 novembre de chaque année, le lendemain du jour de la Toussaint. La commémoration des fidèles défunts nous invite à prier pour les morts et à leur demander de prier pour nous.
Point final. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi et n'oubliez pas, si les journalistes ne peuvent pas faire leur travail en toute sécurité, le monde de demain sera marqué par la confusion et la désinformation. À demain, 13h.